Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Et bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, épisode numéro 7, et aujourd'hui nous nous entretenons avec Eric Lacroix. Eric, bonjour. Bonjour Hugo. Alors, avec Eric, on va faire très attention puisqu'il est à La Réunion. Avec le NolioCast, globalement, on reste en métropole, encore qu'on va peut-être s'exporter un petit peu. Mais La Réunion, c'est quand même 10 000 km, donc on a un petit décalage. Voilà, Eric, on va respecter bien la parole. Mais bon, entre nous, ça va aller. Comment ça va, Eric, toi qui es au soleil? Écoute, ma foi, très bien. Déjà, je te remercie. Je remercie Nolio, puis toi, Hugo, de m'avoir invité à ce podcast. Et je pense qu'on va avoir pas mal de choses intéressantes à se dire. C'est toujours sympa de pouvoir faire des podcasts et de partager notre passion. Alors, pour te présenter brièvement, Eric, moi, je te connais surtout par rapport à tes entraînements en trail, enfin, voire en course sur route également, mais globalement à pied. Est-ce que tu as aussi quelques triathlètes, quelques nageurs, quelques sport co? Ouais, alors, pour évoquer effectivement, j'ai une longue, on va dire une longue carrière d'entraîneur, puisque j'ai commencé à courir en 1983, donc tu vois, je ne sais pas si tu étais né. Et j'ai commencé à entraîner en 1985. Et effectivement, je suis passé par toutes les disciplines. À une époque, il y a effectivement le triathlon avait le vent en poupe. Et j'ai même monté, moi, une section triathlon sur Chartres à l'époque. Je crois que c'était la 4e ou 5e pôle, on va dire, c'était un pôle régional. Hein. Et donc, j'ai eu un diplôme de triathlon. Très peu de personnes le savent. Voilà, puis je le dis pas trop parce que voilà, c'est quand même chronophage d'entraîner déjà. Donc, mais effectivement, j'ai entraîné ici un ou deux triathlètes. Mais c'est vrai que c'est intéressant toujours de sortir un peu aussi finalement de ces routines. On en parlera peut-être. Hein. Faut hacker un peu le cerveau de temps en temps et ça permet de voir autre chose. Donc, en triathlon, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, maintenant que tu es à La Réunion? Est-ce que tu as toujours des athlètes en triathlon? Alors, il faut savoir que j'entraîne. Je suis pas mal occupé sur différents projets et j'entraîne, mais beaucoup moins. Et on va dire sur le versant entraîneur, en fait, j'entraîne encore. Je fais du bénévolat. J'entraîne un club ici avec des étudiants et des jeunes. Ça m'intéresse. Qui font de la piste, qui font du 3000, du 5000, du 10 km sur route. Et après, je fais du coaching. Ouais, on va peut-être, tu vas me dire, c'est quoi la différence, mais c'est très important. On y Je fais du reviendra. coaching. Voilà, je fais du coaching effectivement à distance ou sur place aussi. Mais finalement, j'ai fait le choix d'avoir très, très, très peu d'athlètes. Ça se compte sur les doigts d'une main, voire des fois sur une seule main. Et à côté de ça, c'est pour ça que j'ai écrit des ouvrages, j'ai fait on va dire des choses un peu en ligne. J'écris des articles sur voilà pour aussi on verra. Enfin, je pense qu'on le verra ensemble. Mais j'ai une conception de l'entraînement qui est assez particulière. Et moi, je veux me dégager du temps aussi pour faire des recherches, pour explorer. Voilà le côté aussi mental. Maintenant, je suis en plein dedans. Donc j'interviens aussi en entreprise, hein, en prépa mentale. Oui, alors pour finir de te présenter, voilà, tu as quand même écrit dans le monde du trail 2 livres, là, le tome 2 qui est sorti dernièrement, qui sont bien illustrés, mais qui sont un peu piégeurs, hein, parce que sous le petit dessin de la couverture, derrière, il y a quand même
énormément de textes relativement béton, enfin, en tout cas pour les passionnés qui veulent vraiment lire des choses assez pointilleuses, là, ils vont être servis. Enfin, en tout cas, il y a du contenu, ça c'est sûr. Et du coup, on va basculer un petit peu sur ta formation. Tu as commencé à en parler à demi-mot. Donc, tu commences à courir en 1983. Bon, ça va très bien. Et après, 1985, tu passes entraîneur. Alors, est-ce que tu as attaqué directement avec un diplôme, tu es resté dessus, tu en as passé d'autres? Comment tu as fait, Eric? En fait, pour moi, il y a la formation initiale et la formation continue, et j'attache beaucoup d'importance à la formation vraiment tout le temps, en fait. Donc, c'est vrai que sur le territoire français, on est très, très diplôme. Et ce qui est un peu dommage, je trouve, parce qu'on met une étiquette, on est dans un jugement très rapide, ouais, il a un diplôme, etc. Mais on ne peut pas y échapper. Le diplôme permet quand même de montrer certaines compétences et de passer d'autres étapes. Donc, c'est un peu comme le permis de conduire. On peut savoir conduire, mais il faut le passer à un moment donné. Et moi, j'ai passé mon brevet d'État très tôt. En fait, j'ai dû l'avoir en 1986, je crois, brevet d'État d'athlétisme. Et puis après, bah, effectivement, j'ai fait la filière, on va dire, classique en STAPS. J'étais sur Nanterre. Moi, j'étais à Nanterre entre 1984 et 1988. Donc voilà, c'est là où aussi j'ai commencé à entraîner. C'était vraiment. Moi, j'étais toujours fourré à la bibliothèque, en fait, à la BU, parce que ça m'intéressait. Et à côté de ça, bah, j'ai passé aussi les diplômes pendant que je passais le CAPEPS aussi, que j'ai eu à l'armée, parce que je suis rentré à Saint-Cyr à l'école, et j'ai eu mon CAPEPS quand j'étais à Saint-Cyr. Voilà, c'était assez amusant. J'ai pu quand même avoir mon CAPES pendant que je faisais mon service militaire. Et donc, ouais, les diplômes, ouais, j'ai toujours continué et j'étais jusqu'au niveau 3, on va dire entraîneur niveau 3, qui permet aussi d'être formateur. Mais comme je suis aussi formateur, j'étais formateur à l'UFM, j'ai formé des profs, des enseignants, profs des écoles. Ça m'a toujours passionné, en fait, la transmission des savoirs et surtout la déconstruction, en fait, des données. C'est ce qui m'intéresse. Tu évoquais mon bouquin, effectivement, j'ai une autocritique aussi. C'est vrai que c'est pas parfois, c'est un bouquin, il fait 1 kilo pour caler les portes ou pour s'assommer pour dormir. C'est un peu ça, mais je suis un peu exigeant vis-à-vis de moi-même, donc je demande à être exigeant vis-à-vis des autres. Mais c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir sur un autre ouvrage qui ne sera pas du tout pareil et qui sera différent. Mais je pense que c'était important à un moment donné d'apporter des éléments de réflexion et sur lesquels on peut revenir 2 ans après, 3 ans après, surligner un truc, aller voir et aller chercher dans la biblio, quoi. Moi, je suis un peu un dévoreur là-dessus, sur les points de détail. Ouais, c'est un peu ça avec le livre que tu as écrit, enfin les livres, Ouais. parce qu'il y a le tome 2, on peut rappeler les titres. Trail. Bon, en fait, c'est travail, point d'exclamation. Ouais. Après, sur le premier, alors c'est prétentieux, c'est vrai, c'est la modélisation, mais c'est un exemple de modélisation, en fait. C'est une entrée, comment finalement prendre, parce qu'on est très pragmatique et on va y revenir, mais enfin, les coureurs qui veulent s'entraîner veulent avoir des éléments très rapidement pour progresser, parce que c'est de la performance qu'on va chercher quand même. Après, on verra si ça peut être un peu différent dans l'ultra trail, mais on veut avoir des éléments. Mais moi, je voulais faire une entrée finalement, bah, et essayer d'identifier quel secteur on aurait peut-être un peu besoin de plus travailler. Donc, moi, je vois, il y a des personnes qui veulent faire le grand raid ici, bah, ouais, tu leur fais quelques petits tests de renforcement musculaire, bah, on voit bien c'est le maillon faible. Donc, j'essaye de voir le côté effectivement des points forts et des points faibles, et puis identifier, on va dire, quel est le maillon faible pour permettre après d'avoir un cheminement justement à l'entraînement, parce que s'entraîner, c'est bien ça, c'est d'aller finalement identifier des choses qui vont nous permettre d'être meilleurs, enfin, de ne pas avoir trop de problèmes dans la compétition, quand bien même il y en aura, c'est sûr. Et alors pour un entraîneur comme toi qui aime bien réfléchir à la globalité des choses, c'est sûr qu'en ultra trail, tu dois t'amuser puisque l'effort étant tellement long, peut-être un peu comme l'Ironman où là on a 3 disciplines plus une certaine longueur.
c'est multifactoriel. Donc, par rapport à l'Ironman, l'ultra trail, il y a aussi une gestion du sommeil, voire une nutrition qui peut être critique. Donc là, oui, tu as tout un tas de curseurs. Tu es un petit peu comme un DJ. Tu vas monter un ou deux curseurs, puis tu vois qu'il y en a un qui est très, très bas, alors tu vas travailler sur celui-là. Plutôt que peut-être quand tu entraînes au club, là où tu es à La Réunion, sur, comme tu disais, 3000, 5000, bon, là, pour courir vite, globalement, on les connaît, quoi, les recettes. Après, il faut savoir les faire appliquer de manière harmonieuse, parce que j'imagine que tous les enfants ne sont pas réceptifs au même discours. Ouais, alors juste, je voudrais intervenir là-dessus parce que j'ai aussi, tu parlais du parcours, mais je suis assez, comment dire, disruptif, on appelle ça, c'est-à-dire que maintenant je suis un peu anti-système, c'est-à-dire que de plus en plus dans l'entraînement, je tue le père. Hein, et même, je peux être assez violent avec certains entraîneurs dans la parole, mais c'est une colère qui est comprise et qui est consciente, hein, mais pas tant que ça la colère, mais c'est de dire à un moment donné pourquoi on s'entraîne, pourquoi on veut faire tel chemin, telle course. Je pense qu'il faut rendre autonome et être autonome, c'est bien accompagné. Donc, je suis juste moi un accompagnateur. Et moi, je vois de plus en plus finalement des plannings qui sont, voilà, l'athlète devient entre guillemets lobotomisé, il demande à être dépendant. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, quoi. Donc là, moi, je m'insurge un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que j'ai entendu, hein, je crois, ces podcasts, effectivement, que tu en as fait quelques-uns et je trouvais que les parcours étaient assez intéressants. Je remercie Patrick, parce que Patrick, ton entraîneur, hein, Ringer, qui citait ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rendre autonome et il a tout à fait raison. Et c'est un chemin qu'il faut combattre quoi, dans la discipline. C'est-à-dire qu'il faut être très, très vigilant par rapport à l'entraînement en ligne où il y a une dépendance qui peut s'installer et on va mettre la faute sur l'entraîneur. L'entraîneur, non, il doit être dans l'ombre. Il faut tuer le père, quoi. Il doit être dans l'ombre. C'est toi, par exemple, qui va aller courir et si tu fais des conneries aussi, tu dois les assumer. Donc, faut être très, très vigilant par rapport à ça, voir la part des choses dans un cheminement d'entraînement. Mais je voulais quand même faire cet aparté-là parce que de plus en plus, voilà, je travaille là-dessus et même dans le côté de la prépa mentale, ça me semble fondamental et essentiel pour avancer. Et surtout avec la prépa mentale, tu dois voir justement des gens un peu butés qui ont du mal à sortir du cadre de l'entraînement. Je ne sais pas si maintenant, peut-être tu utilises Nolio, mais si tu envoyais avant un Word ou un Excel ou un Google Drive, voilà, tu mettais 50 minutes footing plus 5 lignes. Donc, le mec faisait 50 minutes, 0-0, les 5 lignes, et terminé. Ça faisait 53 minutes pile. Et si ça faisait c'est parce que tu as fait, toi, à un moment, tu faisais pas ça à un moment Si, bien sûr. Bien sûr, au début. Ouais. Mais tout à fait. Et au bout d'un moment, tu changes. Enfin, après, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ne changent jamais, mais au bout d'un moment, je me suis dit, oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Non, maintenant, j'ai une grosse fourchette. En fait, l'entraînement, il n'est pas vraiment mathématique, si tu veux. Il est plus complexe que ça. C'est-à-dire que il y a un livre qui est assez intéressant, mais dans l'entreprise, qui s'appelle Antifragile. Je ne sais pas si tu connais, c'est Nassim Nicolas Taleb qui travaille sur le système antifragile. C'est-à-dire que mais je l'ai pas encore. C'est un gros bouquin. Mais c'est vrai que quelque part, il faut qu'on ait qu'on fasse des erreurs. Il faut que laisser un petit peu la présence dans le sentier pour voir comment ça se passe, parce que c'est ça en fait qu'on va chercher. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit des robots et que tout se passe bien? C'est une question que je pose moi finalement dans l'ultra. Est-ce qu'on va pas se faire chier justement quand tout se passe trop bien? Et d'ailleurs, même quand on voit que ça se passe trop bien pour ceux qu'on voit dans le côté spectacle, des fois on s'emmerde parce qu'on voit que le mec il domine son sujet et on attend pourvu qu'il ait une merde quoi. Mais on est comme ça. En fait, c'est pour ça aussi qu'on fait de la compétition, c'est pour aller chercher justement ce système un peu antifragile pour évoluer, pour progresser. Voilà, c'est peut-être. Voilà, moi je suis aussi sur le côté de découvrir un sens à ce qu'on fait. Ça s'appelle la logothérapie. Enfin, il y a des ouvrages là-dessus aussi, mais je suis pas sur le côté uniquement du plaisir freudien. Voilà, tu poses la question à tout le monde, en fait, pourquoi tu vas faire cet ultra? Je me fais plaisir. Voilà, ok, mais ça veut dire quoi, en fait?
Tu vois, enfin, va plus loin, quoi. Enfin, moi, j'arrive pas. J'essaye de poser la question, c'est quoi pour toi le plaisir? Et c'est là que il y a plein de définitions qui sortent et qui sont vachement sympas. Et c'est là qu'on peut voilà trouver le cheminement personnel de la personne. Et c'est là justement aussi où il faut être très très attentif à ça quand on est entraîneur, de faire une prescription finalement et pas d'avoir compris le sens en fait qu'il voulait donner finalement pourquoi il fait ça, pourquoi il fait de la compétition et qu'est-ce qu'il va chercher. Parce qu'il faut le laisser aller chercher aussi des fois. Et Il faut le ouais, laisser se planter même. tu, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que peut-être des fois les athlètes te proposent un calendrier, ils disent ouais, je veux faire telle, telle et telle course. Bon, souvent, ça doit être plus ou moins cohérent. Puis des fois, tu dois peut-être avoir une petite surprise. Tu te dis, mais qu'est-ce qui lui prend à lui là? Pourquoi d'un coup, cette année, il va tripler la distance ou des choses comme ça? Ouais, c'est intéressant, mais après, faut lui laisser le choix. Il faut surtout l'accompagner à ça. Mais la Hmm. prescription, attention, quoi. Je fais une injonction, en fait, je fais une prescription en disant ça, c'est marrant. Mais à un moment donné, tu es obligé. C'est Il ça. faut en faire, mais en gardant l'esprit ouvert. Mm. Tout à fait. Alors, Eric, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton passé d'athlète aussi, puisque tu continues quand même pas mal à courir, hein. Pour les dernières fois où on s'était vu, à chaque fois tu participais aux courses où tu venais en spectateur, tu en profitais quand même à chaque fois pour faire une petite distance, mais bon, ça c'est maintenant. Est-ce qu'on peut parler d'avant, le grand Eric? Ah ouais, c'est vrai que il y a eu, j'ai deux vies, on va dire, là, maintenant, parce que j'ai eu un accident cardiaque tu sais, il y a 2 ans, hein, septembre 2019, et j'ai eu un infarctus, donc j'ai pas compris, et j'ai jamais, ça a été pour moi une chance énorme. Pour moi, ça a été quelque chose de fondamental. Mais c'est vrai que l'avant 2019, c'était une recherche de la performance, et ça a toujours été. Moi, j'ai toujours eu ce. Il y a trois désirs en fait. Il y a le désir vraiment qui est de se connecter aux autres. Donc, je l'avais, c'est-à-dire de faire la compétition pour aller se connecter. Le désir aussi de me réaliser, de chercher quelque chose, parce que des fois, on va toujours chercher une réalisation voilà, pour exister. Puis le désir de domination, on l'a plus ou moins, mais c'est pas la domination pour écraser l'autre, c'est la domination dans le sens de la compétition. En fait, moi, ce que j'ai compris après 2019, c'est que finalement, on a tous vraiment trois gros besoins. C'est le besoin d'être aimé, donc on va aller le chercher dans les désirs, le besoin de reconnaissance, et que ce soit dans le boulot ou dans la course à pied, on l'a, on peut pas le dire. À un moment donné, il faut se faire tomber le masque et montrer son vrai visage, mais il y a ça. Et pourquoi pas le reconnaître? Et si on fait ce travail-là, moi, je trouve que c'est intéressant. Puis le besoin, finalement, d'aller partager ça ensemble, finalement, aussi, c'est le côté le lien social. Voilà. Et en fait, j'ai compris que finalement, moi, j'avais cherché ça dans la compète, en fait, et d'aller, j'ai été sélectionné en équipe de France de 91 à 95, dans l'équipe de France de course de montagne. C'était les prémices, hein. C'était les petites distances et c'était les débuts de l'équipe de France. Et finalement, ce que je trouvais intéressant, c'est juste comme ça a évolué, on trouvait d'autres méthodologies et d'autres façons, d'autres principes d'entraînement. Et comme moi, j'habitais à Chartres, et d'ailleurs, j'ai entendu dans un de tes podcasts le mec qui habite, je crois que c'est toi qui as dit ça, faut vraiment en vouloir d'habiter Ah toute oui, la oui, pays. Chartres, Ouais, Tours, c'est ça. Orléans. C'est ça. C'est Ouais, ça. Quelle idée de naître là-bas, quoi. mais non, Mais parce qu'en plus, tu vois, par rapport à c'est celui qui est un petit peu plus vraiment région parisienne et qui va pouvoir c'est s'échapper ça. via le TGV, et toi, là-bas, tu es un peu coincé. C'est-à-dire qu'avant le C'est TGV, ça. tu fais un autre trajet. Enfin, c'est une mission, hein, pour ceux qui me le disent sur les Exactement. courses, tu vois. Et moi, j'habitais Chartres. Donc, en fait, j'ai été par hasard à la montagne et je me suis découvert, on pourrait dire un talent, entre guillemets, mais il a fallu que je trouve des idées pour m'entraîner, pour aller faire, à la Coupe du Monde, au Championnat du Monde pendant 5 ans, quoi. Et c'est ça, moi, je trouve que le chemin, c'était super intéressant, quoi. C'est ça, en fait, que j'essaye de faire comprendre maintenant dans l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Que la compétition, c'est un aboutissement, mais tout le chemin pour y parvenir, c'est ça qui est génial. Parce qu'on se met en projet, on grandit
avec des choses, on apprend des choses, on apprend des autres, on va se connecter. Et c'est absolument ce qu'il faut essayer de garder dans notre pratique, quoi. Et ça, on a la chance, nous, d'avoir une pratique où il y a tout le monde sur la ligne de départ. C'est pas tout le temps le cas. Les femmes, les moins forts, les plus forts, les plus gros, les plus maigres, enfin, il y a tout le monde. Sur une ligne de départ, voilà, bon, après, il y a des points. Mais sur certaines courses, il y a vraiment tout le monde. Et va trouver, toi, un endroit où, justement, on fait du sport, où tout le monde peut être finalement à l'égalité des chances au départ. Pas beaucoup, hein. Oui, puis la réflexion est souvent la même pour les gens. Tu vois, ils font 2 années de suite la même course. La deuxième année, ils se sont mieux entraînés, puis ils font un meilleur résultat, ils sont contents. Et des fois, il y en a, ils font un meilleur résultat alors qu'ils ne sont pas mieux entraînés. Et ils me le disent aussi sur la ligne d'arrivée, vu que je suis speaker. Ils me disent, oh, bah, tu vois, j'ai mis moins de temps. Oh, bah, je ne sais pas pourquoi. Et tu vois que finalement, le mec n'est pas très content. Par rapport à celui qui passe la ligne et qui se dit, oh, j'ai vachement amélioré mon chrono par rapport à l'année passée. C'est génial, cette année, j'ai fait plus de ceci ou plus de cela. Donc, ça peut être qualitatif, quantitatif, ce qu'il veut. Lui, tu sens qu'il y a une vraie émotion, par contre. Donc, si on te donne un résultat et que tu n'as rien fait pour, c'est un peu fade. Alors que ceux qui sont investis dedans, alors à leur niveau, hein, ça peut être quelqu'un qui passe de 6 à 9 heures d'entraînement par semaine, ça peut être quelqu'un qui passe de 15 à 20, ça on s'en fiche. Mais celui qui s'est investi dedans, ça peut être quelqu'un qui passe de pas de coaching à un coaching. Quand ils prouvent sur une course que ça a fonctionné, vraiment, là, ils sont très, très contents, les gens. Ce que tu évoques, tu as parlé le mot des émotions. En fait, pour moi, c'est un mot fort et sur lequel, des fois, on l'a enlevé dans le milieu du travail, dans le monde du travail, on l'enlève. Et en fait, justement, ce qui nous différencie d'un robot, c'est bien ça. Donc, quand tu as bien vu, je vais dire, parce que ça, l'Ultra Trail du Mont Blanc, puis on l'a vu sur le Grand Raid, moi, j'adore aller le dimanche sur la ligne d'arrivée et de regarder. Voilà. Et même moi, il y a un pote qui est arrivé, tu as la larme à l'œil. Donc, il faut la laisser. Mais c'est ça qui est génial. Si on ne l'a pas, moi, je pense que c'est foutu, quoi. C'est terminé. Donc, et on peut effectivement avoir quelques émotions dans la course, et il faut quand même les préserver sur la peur, la colère, mais c'est ce qui nous rend justement plus forts, c'est ce qui nous aguerrit, c'est ce qui nous fait aimer ce sport. Si par mimétisme, si tu veux, déjà, c'est la première chose, on vit par mimétisme, on regarde comment ça se passe avec les autres et le lien qu'on peut avoir. Derrière, il y a des émotions qui se produisent et puis on a des comportements très concrets. Et j'ai l'impression qu'il faut faire très, très attention à l'entraînement prescriptif qui, lui, justement, est sur la dernière lignée, c'est-à-dire le très concret. Moi, je t'amène ça, ok, mais derrière, il y a un humain qui a des émotions, qui a un certain mimétisme, qui va s'entendre avec des personnes et pas avec d'autres, tu vois. Et c'est ça la conception plus large qu'on appelle holistique, hein, de la pratique. Et pour moi, le coach de demain, ça sera ça, c'est-à-dire qu'il va voir l'ensemble de la personne, l'ensemble de l'humain, et pas uniquement prescriptif, quoi. Très, très attention. Et tu vois, c'est marrant, ça me fait penser, comme tu disais tout à l'heure, mon entraîneur Patrick Bringer, c'est vrai que quand tu regardes, tu dis oui, mais il entraîne que des gens qui ont le même type de personnalité un peu. Et bien oui, puisque c'est évident, puisque lui, il n'est pas là à te donner une recette de cuisine qu'il donne à tout le monde, il est là pour transmettre un peu sa philosophie de l'entraînement et il peut pas te donner un schéma qui serait le même pour tous. Et c'est aussi pour ça que ces podcasts sont très intéressants. Tu vois, Eric, déjà, il y a énormément d'entraîneurs quand même que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, plus on discute et tu découvres vraiment des manières d'entraîner différentes. Alors, sur le papier, tu te dis, bah, c'est bizarre, il entraîne différemment. Donc, il y en a un, ça ne marche pas. Bah, si. Oui, tout à fait. Et il y a des personnes, si tu veux, des entraîneurs qui vont avoir cet aspect, si tu veux, très, très concret et très scientifique. Donc, et ça, je ne le critique pas, c'est aussi important parce que ça peut rassurer aussi. Moi, je veux dire, je suis amené aussi, je suis directeur du service des sports à l'université, je suis en relation permanente avec des chercheurs et je continue à faire des recherches, même si je me qualifie de chercheur empirique. Parce que, en fait, peut-être que dans la fin de ma carrière, je vais faire une thèse, je la terminerai.
ma carrière par une thèse, et je la débuterai pas parce que j'ai jamais voulu rentrer en fait dans un schéma ou rentrer dans un laboratoire où que je vais chercher. En fait, je vais chercher que de la biomécanique et tel secteur du pied. Moi, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça en fait que vraiment, j'ai pas pu vraiment faire une thèse parce que ça me gonflait finalement de pas pouvoir après avoir un autre domaine qui soit hyper intéressant. Et on le voit bien sur le mental, j'aurais pas pu aller vers ce secteur psychologique ou sur les neurosciences si tu t'arrêtes à un moment donné. Voilà. Donc les aspects scientifiques, c'est important de les connaître. C'est-à-dire il y a des principes, il n'y a pas de méthode. C'est ça que je voudrais dire. C'est ça où il y a la nuance, la subtilité, c'est que dans l'entraînement, amener des principes, moi, je pense que c'est très intéressant. Par contre, dès l'instant où tu commences à mettre en place une méthodologie, et pourtant j'en ai fait une, mais et je la critique, ça peut être dogmatique et dangereux. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut amener des principes parce qu'il y a des principes scientifiques qui existent. Et c'est l'effet Lindy. Hein. L'effet Lindy, je ne sais pas si tu connais. Non. Non, en fait, l'effet Lindy, c'est ce versant historique. C'est-à-dire, un effet Lindy, c'est la trace qui reste dans le temps. C'est-à-dire que tu as des livres qui vont rester des siècles, et c'est ça l'effet Lindy. C'est-à-dire que tu vas pouvoir relire des livres de philosophie ou la Bible, par exemple, c'est un effet Lindy. Voilà. C'est quelque chose qui va rester comme des principes scientifiques, peut-être, qui vont rester un peu dans le marbre. On a vu sur le côté des seuils, on a vu, voilà, il y a eu des recherches qui ont été faites, et on voit bien sur le VO2 max, il y a des choses qui restent dans le temps, puis il y a des choses qui s'en vont. Voilà. Et on voit bien que c'est ça l'effet Lindy. Donc, pour moi, les principes d'effet Lindy sont très importants dans les versions scientifiques. C'est-à-dire que c'est pour ça que les lectures que moi je vais regarder, c'est les lectures qui sont liées finalement à cet effet, qui restent vraiment dans le temps, parce qu'il y a des personnes qui vont travailler. Et c'est pour ça que je ne le critique pas. C'est pas forcément des entraîneurs, c'est des chercheurs. Et c'est là où moi, je vais aller chercher justement ces recherches qui paraissent intéressantes parce que la personne a travaillé toute sa vie dessus. Voilà. C'est pas forcément un entraîneur. Mais comme il a cherché vraiment toute sa vie là-dessus, voilà, il y a vraiment un effet fort et il a la connaissance vraiment du secteur et du domaine de recherche. Voilà. Je sais, je suis bavard. Ouais, tu vas faire le record, Eric, là, je le sens. T'es là pour ça, en fan de longue distance que tu es devenu. Tu nous as beaucoup parlé d'émotion et de réflexion. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu es devenu coach? Tu sais, le moment où ça y est, face à toi, il y a la première personne à laquelle, quelque part, tu donnes des ordres. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé dans le donneur d'ordre? Je trouve ça extraordinaire. Ouais, ta question, elle est sympa parce que c'est mieux posé que pourquoi es-tu devenu coach, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est toujours bien. La première fois, c'est toujours particulier hein, dans tous les domaines. Et non, mais on va rester dans le coaching. Ouais, c'est ça. Mais c'est le versant émotionnel, en fait. On est vraiment là, tu vois. C'est le versant émotionnel, c'est-à-dire que toi, tu appréhendes, tu vois, tu as ce côté un petit peu de l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur, de se dire, comment il va prendre les choses, comment il va s'entraîner, est-ce qu'il va avoir des résultats. Et on pense d'abord à nous parce qu'on est d'abord vulnérable. En fait, comme on est tellement vulnérable, on se rend vulnérable encore plus parce qu'on ne va pas se lâcher, on n'est pas nous-mêmes. Et la première personne que j'ai eue, effectivement, mais j'ai fait un plan, mais c'était millimétré, quoi. Tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le 50 minutes, c'est précis, avec plein de choses derrière et surtout, tu vois, le truc, la prescription de médecin, quoi. C'est à la dose près. Et ouais, puis c'est là que tu te rends compte que tu fais connerie, mais le mec, il vient te voir et après, il te pose plein de questions parce qu'il devient dépendant. Et c'est comme ça aussi que tu apprends aussi. Et finalement, après, avec le recul, bah, je veux dire, tu as amené à modifier, à réguler tes plans, quoi. Mais le premier, c'est vrai que ça a été terrible, quoi. Parce que, mais quelque part aussi, tu es fier parce que tu as ce côté d'amener quelque chose à quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ce qui me plaisait pour être enseignant. Donc après, dans le côté entraînement, comme c'était ma passion, c'est démesuré parce que tu es encore plus dans l'émotionnel, puisque tu vas transmettre quelque chose que toi tu aimes. Et c'est là le danger du transfert. On pourra en parler des heures. Mais le transfert, c'est de dire, je vais l'entraîner comme moi je me suis entraîné. Ça, c'est un danger aussi pour l'entraîneur.
Et c'est vrai que toi, tu as cette Mm. petite spécificité, mais comme d'autres, hein, toi, par exemple, Patrick Ouais. est lui aussi enseignant, d'autres coachs qu'on va interviewer sont aussi enseignants. Donc, ils ont cette transmission, ils ont déjà l'habitude d'avoir un public face à eux. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, voilà, ils étaient athlètes, ils aimaient bien l'entraînement, ils passent un diplôme, ils peuvent être entraîneurs. Et du coup, c'est un peu différent, toi, la vision que tu avais, c'est-à-dire face à toi, tu avais des enfants, voilà, un peu tout ça. Et puis là, d'un Mm. coup, tu te retrouves à coacher, on va dire, un élève un peu faillot, quoi. Ah, en fait, c'était un adulte hein, que je Oui, voilà, coachais c'est en ça. plus. Mais Bah, tu vois, moi, quand je et reçois mon plan, je suis finalement, un élève ouais, faillot, tu vois, je m'intéresse, je regarde. c'est ça, Tu c'est m'aurais pris en ça. cours de maths, Mais ce que tu évoques, c'est fondamental parce que c'est ce qui va construire ou pas la confiance. En fait, pour moi, ce que tu disais par exemple avec Patrick et avec Patrick Bringer, ce que vous mettez en place dans le relationnel, et que je trouve ça extraordinaire, c'est justement pourquoi se forcer à un moment donné à vouloir créer de la confiance si on ne l'a pas. Si le courant ne passe pas, en fait, je te disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur le mimétisme. En fait. Le mimétisme, c'est des ondes qu'on va lancer ou pas avec la personne. Et le premier filtre qu'on a, on a un jugement souvent du regard, on a un jugement, et c'est le premier filtre. Et on sent que des fois, parfois aussi, ça ne peut ne pas passer avec une personne. Alors des fois, c'est un jugement d'une autre personne qui te dit qu'il est comme ça, mais il faut que tu vois aussi par toi-même. Mais ce qui est important, c'est la confiance que tu vas construire avec la personne. La confiance, elle se fait des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la personne qui va t'accompagner dans l'entraînement, et de l'autre côté, bah, il y a l'athlète aussi, qui doit montrer, qui va construire son autonomie, qui va aussi permettre de te redonner des éléments pour que tu puisses continuer à l'accompagner. Et j'ai entendu, je crois, dans les podcasts où les mecs, des fois, ils ne faisaient pas forcément ce que disait l'entraîneur. alors, c'est très Mais il faut intéressant être là, ce que honnête. tu viens de dire, parce que Nicolas Martin, donc on l'aura plus tard dans le NoLioCast, Mhm. qui a été athlète, justement suivi par Patrick Bringer. Et lui est tellement passionné d'entraînement que voilà, il a passé aussi maintenant ses diplômes et il est entraîneur, Nicolas Martin. Et c'est vrai que quelques-uns de ces coureurs, enfin, où il a même aussi des triathlètes, Nico, Mhm. ils font pas de retour, tu vois, à la fin de la semaine. Quelques-uns, il y en a 3 ou 4. Il n'a aucune info. Donc, bah, Ouais. il sait pas, tu vois, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, il faut ajuster. Bon, il sait pas. Alors, bon, bah, le mec paye, hein, il lui renvoie un truc, mais bon, du coup, il y a une énorme part de déception. Ouais, je peux le comprendre. Mais ça Et peut c'est être aussi une facette du compréhensible. métier, hein. On n'a pas toujours que des. Oui, mais en fait, je pense qu'il faut combattre si tu veux, ce que j'appelle moi je veux dire l'entraînement de supermarché, quoi. Oui, oui, oui. Oui, mais tu peux Et pas en fait, forcer la ouais. personne. Oui, 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 Tu lui mais dis on 2 est fois de te faire d'accord. un retour, après c'est fini, On hein. est d'accord, mais c'est là où justement c'est la confiance qui va se créer ou pas. C'est-à-dire que là, c'est la confiance de l'entraîneur qui finalement s'effrite et s'érode. C'est-à-dire que là, Nico, bah, il se dit, bah, putain, il me renvoie pas les trucs, c'est qu'il n'est pas motivé, il n'est pas intéressé, ou voilà. Donc, parce qu'il a besoin, en fait. C'est des éléments aussi de respect de mutuel. Ça passe par le respect mutuel, c'est-à-dire que si on dit à un moment, il faut qu'il y ait des retours, s'il y a un process qui a été mis, il faut que les retours soient faits aussi. Tu vois, enfin, il faut mettre les règles aussi au départ. Hein. Si les règles ne sont pas dites, on se les met en place tout seul. Bah tiens, tant qu'on y est, comment toi tu choisis de coacher quelqu'un, Eric? Puisque bon, aujourd'hui, on va dire, voilà, on a parlé de tes multiples activités, que ce soit les livres que tu as écrits, que ce soit les recherches que tu fais, que ce soit la prépa mentale où tu t'es lancé, que ce soit parfois tes interventions micro sur les plateaux TV qui prennent aussi du temps. J'imagine que voilà, la partie coaching t'intéresse toujours, mais disons que si tu en as un peu moins ou un peu plus, tu n'es pas trop regardant. Du coup, aujourd'hui, je pense que tu sélectionnes vraiment les gens avec qui tu travailles. Bah, en fait, ouais, je pense qu'ils se sélectionnent aussi eux-mêmes, parce que des fois, il y a une petite appréhension, peut-être de dire oui, mais justement, comme je suis occupé, ils viennent pas forcément. Après, j'ai pas mal de demandes, je fais des retours et je fais des questionnements. Et c'est vrai qu'il y a un feeling que je ressens. Et, euh, et, et, j'ai un petit peu aussi rompu, alors c'est bien, pas bien, mais avec, entre guillemets, les athlètes un peu élites. Euh, c'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et d'engagement. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont les athlètes élites, ils sont égoïstes, mais il y a un petit côté égocentrique qui est normal et c'est comme ça qu'ils réussissent aussi.
Mais parfois, c'est pas tout le temps facile parce que des fois, tu vis mal aussi leur échec et surtout quand tu es à distance. Je pense que là, je suis honnête et sincère et je fais tomber le masque, mais c'est vrai que quand tu as des athlètes élites, tu vis vraiment avec eux leur épreuve et une épreuve d'ultra. Quand tu vois que voilà, ça va mal, bah, tu as un pincement au cœur, quoi, hein, tu vois, et c'est très, très dur et l'échec, tu le vis aussi avec eux. Mais après, j'ai réussi aussi à travailler là-dessus en disant que c'était normal, notamment dans l'ultra. Et au contraire, de se casser la gueule, c'est bien aussi. Et ça a permis aussi, peut-être qu'on verra plus tard, mais ça a permis aussi d'avoir des super moments, des super victoires et des moments géniaux. Et là, je suis avec, voilà, j'ai juste, on va dire, un athlète un peu, qu'on pourrait dire un peu élite, hein, mais c'est Arthur Joyeux-Bouillon, quoi, voilà, que j'entraîne depuis Ah, 2 ans. mais je savais pas que tu Ouais. entraînais Arthur, ouais, d'accord. Ouais. Depuis Arthur qui a 2 ans, fait on a fait une belle ouais, saison, voilà, une là, belle. hein. Ah oui, après, il a voulu un peu être trop gourmand, donc je l'ai laissé faire, Il est hein, il s'est gourmand, cassé la gueule. Arthur, ouais, ouais, c'est un Il athlète s'est très cassé la gourmand. gueule à la fin, mais il assume, hein, on en a discuté, c'est très bien. Il voulait aller faire d'autres courses. Et bon, après, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Et il a fait une très, très belle. On avait préparé la télé, surtout, hein, mentalement. Donc, Ouais. il a réussi. Mais voilà, après, moi, j'ai un gars, par exemple, qui est notaire, Gérard, en Belgique, que j'entraîne à distance, qui est venu faire le grand raid. Enfin, le mec, voilà, c'est les gars, ils vont terminer dans les 60 heures, mais ils s'en foutent, quoi. Et ce qui est important, c'est le chemin pour y parvenir. Donc moi j'aime bien l'aventure humaine en fait que j'ai avec les athlètes. C'est ça qui me plaît. Et je te dis, je dois avoir allez, 7 athlètes en tout. C'est pas beaucoup. Ah, mais parce que Arthur, il te prend trop de temps. Ouais, non, mais en fait, ouais, parce qu'il y a un vrai travail de fond toutes les semaines. Moi, je fais pas tous les mois, hein, c'est toutes les semaines. Et puis, bah, quand il y a des moments importants, bah, c'est important aussi peut-être de revenir un peu plus, quoi. Il y a des moments où c'est plus libre quand tu es en période de pause, tu vois, comme là, on va arriver Ouais. sur des périodes un peu plus souples. Tiens, Mm. d'ailleurs, pour rentrer un peu plus dans le vif de l'entraînement, où tu commences à nous dire voilà, que toi, tu vas faire un retour un peu toutes les semaines. Quelle méthode tu utilises pour analyser peut-être Mm. un peu la charge de l'athlète entre celle que tu lui as envoyée, celle qu'il a finalement faite, pour faire un peu un bilan de tout ça, pour réorienter de semaine en semaine? Qu'est-ce que c'est un peu ton approche Bah, là-dessus pour déjà quantifier un peu le travail que tu vas lui donner, puis voir ce qu'il a réellement fait, tu vois? alors, moi, enfin, j'ai vu un petit peu toutes les. Et puis, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a sur les plateformes, etc. Moi, j'ai Google Sheet et en fait, Mais tu des ne l'avais pas fichiers en assez simples. 85, hein. Non, 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 non. Ça, c'est vrai que ça a évolué. Alors, ouais, on en reparlera, mais c'est assez amusant. Il y a des petites anecdotes Ouais, sympas. ouais, ça arrive après ça. C'est pour la fin, les anecdotes. D'accord. Ouais. Mais ouais, ouais, en fait, j'utilise effectivement Google Sheet, mais je suis très curieux. Je suis quand même assez geek aussi. J'aime bien regarder ce qui se fait dans les applications. Justement, quand là, Nolio, je trouve qu'ils sont en train de vraiment bien travailler sur une plateforme qui est bien interactive, qui est prédictive, qui permet d'apporter des éléments, on va dire, pas de confort, mais effectivement d'accompagnement de l'entraîneur, qui permet d'avoir une visualisation finalement. Et je dis pas que ça m'intéresserait pas là de voir cet aspect-là pour tu vois, je veux dire, accompagner même le peu d'athlètes que j'ai. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des personnes voilà, qui développent. On n'est pas capable aussi, nous, de tout faire. Et au lieu, on veut toujours être tu vois, de tout contrôler. En fait, moi, je dis, il ne faut pas tout contrôler, il faut contrôler un tout. Et quand tu as compris ça, c'est-à-dire que tu vas aller, finalement, comme je disais, je vais aller suivre les recherches de quelqu'un qui va travailler vraiment sur un secteur précis. Bah, il y a des personnes qui sont habilitées à travailler parce que c'est des ingénieurs là-dessus, c'est des geeks, et je pense que c'est bien que de genre de plateforme viennent comme ça. Et Nolio, je pense que c'est pas mal. Alors, je sais pas pour brosser dans le sens du poil, mais moi, tu sais que j'ai fait aussi une plateforme. J'ai fait une plateforme qui s'appelle Pace sur le travail au ressenti. Oui. Voilà. Bon, ça fait 3 ans. Bon, effectivement, moi, je suis moyennement satisfait parce que j'ai pas forcément la main
Et c'est pas, voilà, on n'a pas été jusqu'au boutiste. Il y a des choses sur le travail au ressenti qui manquent et il faut des financements. Et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des éléments que toi, tu peux choisir. Voilà. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu peux très bien prendre un filtre et l'amener et pour le donner en fait à ton athlète qui lui en a besoin. Si l'athlète, tu sens qu'il a besoin de contrôler tout ce qui est fréquence cardiaque, il a besoin d'être un peu rassuré, bah, tu vas lui donner certains indicateurs. On pourrait avoir l'indicateur de la VFC, on pourrait avoir l'indicateur de plein d'indicateurs, hein, que ce soit sur le poids, le machin, même sur le ressenti de l'effort, ce que je travaille, le ressenti de la douleur, par exemple. Je pense qu'il faut avoir ces outils-là à disposition pour éventuellement s'en servir. J'ai pas dit qu'il faut tout contrôler. Alors justement, est-ce que tu fais du suivi HRV avec un athlète, avec tous tes athlètes? Est-ce que tu n'en fais pas? Alors, j'en ai fait beaucoup et je connais très, très bien puisque j'ai fait venir Laurent Schmitt ici à La Réunion. On a fait une conférence sur le sujet et il m'a énormément apporté parce qu'il y avait une interprétation du HRV et souvent très complexe aussi, hein, parce que effectivement, c'est ce qu'on appelle la VFC, hein, parce qu'en français, le HRV, c'est le terme anglais. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, ouais, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, mais c'est un outil, je pense, pour le haut niveau qui me semble un indicateur très, très important à un moment donné pour mesurer la fatigue parasympathique et la fatigue de la tête, et notamment sur le très long. Parce que toi, tu le sais très bien, tu fais des courses très, très longues. Et voilà, à un moment donné, ça peut donner un indicateur. Avec d'autres indicateurs, ça peut être très, très bien de voir si l'athlète n'est pas dans une surcharge non fonctionnelle, on appelle ça, et voir du surentraînement. Donc, c'est un indicateur. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre en compte dès l'instant où on en aura besoin dans le suivi. Ouais. Je n'ai pas dit. Voilà, Ouais, c'est pas ton forcément… notaire, peut-être que ça l'intéresse moins. Exactement, exactement. Et là, quand on a compris ça, avec la charge oui, de oui, travail qu'il a au cabinet, peut-être ça peut tout être à fait, intéressant. Enfin, ça dépend après. tout à fait. Voilà, tu as tout à fait compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas du haut niveau, pas du haut, j'ai dit plus dans le haut niveau parce qu'ils vont faire des charges énormes. C'est son haut Et niveau à lui, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire que individualiser, on dit il faut individualiser, mais finalement, c'est des mots, c'est comme dire on va annoncer des valeurs, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Mais concrètement, comment tu individualises? C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est comment tu le fais. Et individualiser, c'est d'aller prendre des outils qui vont être adaptés à un moment donné à l'athlète dans cette période. La période dans laquelle il est et dans quelle période. Ça sert peut-être pratiquement à rien si le mec il est peut-être en coupure, etc. Ou alors peut-être quand il va reprendre, oui, on va le prendre. Mais voilà, il y a des moments où c'est peut-être pas utile et c'est peut-être pas utile non plus de faire tous les 3 jours et de le mettre 5 minutes allongé, 5 minutes debout, le faire chier tous les jours. Voilà, parce que ça l'emmerde plutôt qu'autre chose à un moment donné. Hein, c'est des contraintes. Après, il y a ça, après, il y a la bouffe, après, il y a ceci. Voilà. Surtout si le mec n'est pas à un niveau, on va dire, qui n'est pas à haut niveau, hein, il n'est pas dans le top 10 dans une grande course. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des prescriptions et des outils à fond, quoi. Oui, donc pour toi, voilà, c'est un outil. Parfois, on va s'en servir. Parfois, il n'y a pas besoin. Parfois, il y a la demande. Parfois, non. Bon, j'ai fait un stage d'altitude 1 mois. Je n'avais pas fait la variabilité cardiaque, mais je m'étais servi d'autres petits outils comme la saturation en oxygène, surveiller le poids, etc. Mais c'est des choses que je ne refais pas après forcément au cours de l'année. Donc, ça me servait là, à ce moment-là, parce qu'on entrait vraiment dans la phase finale. Oui, non, mais en altitude, tu as tout à fait raison. Et là, c'est pas Laurent Schmitt, c'était un autre entraîneur qui travaillait sur la saturation d'oxygène. D'avoir le petit appareil dans la saturation, un saturateur qui ça vaut pas très cher en plus, hein, les saturateurs d'oxygène. 25 €. Partout. Voilà, exactement. Et en altitude, je pense que c'est très sensé. Et moi, je trouve que c'est vraiment, il y a du sens. Parce que justement, c'est un facteur limitant. Et de voir qu'à un moment donné, son taux de saturation, voilà, il se stabilise, il remonte un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où c'est intéressant. Et je suis entièrement d'accord là-dessus. Voilà, faut trouver du sens, en fait, que je te disais tout à l'heure. S'il n'y a pas de sens, pourquoi le faire?
Alors après, tu as une petite question un peu marrante, vu qu'on rentre dans l'entraînement maintenant un peu plus pratico-pratique et moins technique. Donc toi, Eric, tu es sur l'île de la Réunion. Donc pour s'entraîner en général, voilà, on n'est pas trop mal. Encore que le Ça terrain est va. bien abrupt, tu peux peut-être pas faire toutes les séances que tu veux tout le temps. Mais là, tu vois, ici en métropole, tu sors de l'hiver, c'est le printemps, c'est Mhm. l'automne, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des chutes de neige un petit peu précoces ou tardives. Des fois, il y a des vagues de froid qui sont un petit peu plus violentes que d'autres. Est-ce que ça t'arrive d'adapter les séances à la météo? C'est-à-dire, voilà, je caricature un peu, le dimanche, tu fais le plein d'entraînement, hop, t'envoies l'athlète. Le mardi, il t'appelle, il fait ouais, en fait, Eric, là, c'est miséreux. Tiens, on va servir d'Arthur Joyeux-Bouillon, qui lui est dans un climat parfois hostile pour voir comment il peut faire. Alors là, ce que tu évoques, c'est très intéressant parce que tu vois, c'est un terme de sémantique. C'est pas moi qui vais adapter finalement aux conditions météo. C'est l'athlète que je dois lui apprendre de s'adapter aux conditions météo. Alors, attention, tu as des entraîneurs, on l'a fait avec Loïc Mhm. Ruffo, c'est le numéro 4, Mhm. qui regardent la météo et qui font les Mhm. séances en fonction de la météo chez l'athlète. Alors lui, c'est particulier, c'est un entraîneur, il est en Suisse. En Suisse, on est sur Mhm. enfin, la prestation qu'il propose est vraiment très haut de gamme, c'est pour ça qu'il s'est fait connaître, etc. Ouais. Donc on va au-delà d'un coaching entre guillemets normal, on est presque sur un chaperonnage, hein, il les amène aussi sur les courses, etc. Mais tu peux prévoir la météo. Bah, en fait, pour moi, je trouve que l'athlète, et nous dans notre sport, et toi tu le sais bien, hein, tu te retrouves dans ta merde à un moment donné. C'est Tu es au ça, centième kilomètre, il va y avoir un orage ou il va y avoir de la neige comme à l'UTMB, on a pu voir. Je veux dire, si à un moment donné, tu n'es pas dans la capacité de justement de t'adapter tout seul, je dis bien tout seul, et avec des routines que tu as mis en place à l'entraînement, parce que justement ces facteurs-là, ils sont déjà arrivés, eh bien, voilà, on est encore une fois sur le système antifragile. C'est-à-dire que par ce qu'on appelle la sérendipité, c'est des choses par hasard. Il faut laisser aussi des choses par hasard. C'est super important. Et je dis, voilà, moi, à un moment donné, il va aller s'entraîner, il va neiger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas commencer à me dire, ah, je vais me plaindre parce que ça glisse un peu. Ça va t'arriver, mon pote, aussi en compétition. Donc, qu'est-ce que tu vas faire si ça t'arrive? Voilà, ouais. donc on est là-dessus et je crois que euh, effectivement, il peut y avoir des conditions extrêmes. C'est la mise, en fait, la prise de risque et la mise en danger. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on est toujours là-dessus, c'est-à-dire il y a une prise de risque et une mise en danger. Il faut aller à un moment donné avoir des petites prises de risque et c'est ce qui permet aussi de mieux adapter l'organisme, de mieux comprendre et finalement d'être plus à même de, finalement d'être prédictif dans la compétition. Parce que moi, je dis, il y a deux choses. Le corps est adaptatif, le cerveau est prédictif. Donc, on travaille avec le cerveau d'un point de vue prédictif. C'est-à-dire que dès l'instant où on a vécu des choses, on va pouvoir plus les prédire. Et donc, si on les a prédits, voilà, on aura peut-être été habitué et on va pouvoir mieux s'adapter. Hum. Donc, on a oublié aussi le travail du cerveau, mais il est important. Ouais, moi, je vois au début, alors je sortais par tous les temps et je faisais l'entraînement qui était demandé. En général, quand tu Mmh. demandes une adaptation par rapport à la météo à Patrick Bringer, il répond pas. Il fait celui qui n'a pas vu le mail, tu vois. Et du coup, tu te Ouais. débrouilles. Alors, après, c'est ton libre arbitre. Alors, au début, moi, j'étais Mmh. voilà, très allemand, nazi par rapport à l'entraînement. Il fallait faire ce qui était marqué, point barre. Il y avait 5 heures, il pleut, il neige, tant pis, il y a 5 heures. Alors, évidemment, quand tu fais du vélo, tu te rends vite compte que c'est plus possible, hein, une fois que tu l'as fait 2 fois. Et du coup, maintenant, voilà, j'essaie de me dire, attends, cette séance, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse tel jour? Comment je peux remplacer? Je fais un peu de home trainer avant, je vais dehors 1 heure et demie de temps, je reviens, je fais un peu de musculation, etc. Je vais nager éventuellement. Bon, moi, je nage pas, mais. Et du coup, maintenant, j'adapte quand même un petit peu tout en gardant, comme tu le disais, une prise de risque, mais qui est un petit peu contrôlée et réfléchie. Donc, j'ai mon ami, là, Aurélien Dunan-Palaz, je ne sais pas si tu as suivi. Au début de l'hiver, on a eu des chutes de neige assez précoces et il a quand même insisté, il a quand même voulu faire un joli tour de vélo en montant en haut du Semnoz. Déjà, ça, c'était risqué et en plus, il est descendu par le côté ombragé, donc c'était doublement risqué et effectivement, il y a eu une plaque de verglas, il a glissé, il s'est fait un petit trait de fracture sur le bassin. Bon,
c'est pas très grave, 6 semaines de consolidation et il repart comme en 40. Mais c'est un petit peu dommage. Au lieu de ça, il aurait fait un tour en plaine, il aurait déjà suffisamment souffert du froid et ce serait bien Ouais, passé. je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, il faut le rendre responsable aussi de ses choix. Ah bah il Et recommencera pas, oui. ouais, voilà. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il faut aussi qu'il y ait un dialogue avec l'athlète. Effectivement, on peut évoquer les conditions météo, mais comme je te disais tout à l'heure, si on ne met pas en place une discussion, un process, finalement, au début, moi, c'est des choses que je vais discuter avec les athlètes. S'il y a des conditions météo, etc. Moi, je leur dis, voilà. Et toi, comment tu le ressens? Est-ce que toi, tu as envie d'intervenir, ton degré d'intervention? Je ne vais pas tout le temps, moi, être prescriptif. Je ne vais pas dire, hey, il faut faire ça, machin, parce que moi, je pensais que c'était bon pour toi. Non, de quel droit? De quel droit je vais dire que c'est bon? À un moment donné, il faut aussi le rendre responsable. Et en fait, il faut qu'il grandisse aussi. Mais c'est le mettre aussi, à un moment donné, peut-être face à la prise de risque. C'est-à-dire que effectivement, toi, ce que tu évoques, c'est que peut-être qu'il y a certains athlètes qui ne se rendent pas compte du risque et éventuellement du danger. Donc, c'est un dialogue aussi à avoir. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est pas la prescription, c'est-à-dire tu fais ça ou pas ça, c'est de lui expliquer le cheminement. Que s'il y a ça, attention, il peut y avoir aussi à un moment donné une prise de risque qui peut aussi éventuellement déboucher sur un danger. Tu vois. Donc, c'est là aussi l'accompagnement de l'entraîneur. Quand on dit individualisé, ça dépend du comportement. Il y a des comportements de personnes qui sont addicts, voire dépendants à fond, et tu n'auras pas le même comportement que quelqu'un qui est un peu plus détaché, tu vois, je veux dire, qui a un peu plus de détachement, qui prend la compétition. C'est pas une question de niveau non plus, hein, parce que des addicts ou des dépendants, c'est pas tout le temps des athlètes élites. Hein. Ne faut pas se tromper. Mais voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est justement voilà, d'en discuter et d'amener des éléments qui permettent après, bah, dans l'entraînement plus tard, qu'il se débarrasse de toi. C'est le but, c'est qu'il puisse s'entraîner aussi et qu'il ait plein de, 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 de solutions, d'adaptations, de prédictions, etc., qui travaillent tout seul. Parce que c'est le but. Hein. À un moment donné, il faut que nous, on s'éloigne et on ne soit plus là. Hein. Tiens, et justement, une question où là, on doit être dans une adaptation assez particulière et constante, déjà suivant le milieu de l'athlète, puis aussi la saison, c'est la fameuse préparation physique. Tu vois, donc généralement, le cliché, c'est voilà, on fait une coupure parce qu'on est fatigué après une longue saison, on arrête un peu le sport, puis on s'y remet. Donc le corps, c'est un peu déshabitué de tout. Voilà, les articulations, elles grincent un peu au premier footing. La fringale, aux premières 2 heures de vélo, elle te guette, etc. C'est la petite reprise, c'est la phase de préparation physique pour réathlétiser un peu l'athlète. Comment toi, tu vois cette phase? Est-ce que chez toi, c'est vraiment bien marqué? Donc, en reprenant peut-être doucement, avec des exercices un peu musculation au début. Est-ce que c'est plutôt vague ou est-ce qu'au final, tu retombes assez vite sur le sport de l'athlète? Comment tu définirais cette préparation physique? Puisque ça, on peut tout mettre dedans, je pense que là… Oui, oui. Effectivement, moi, j'étais arrivé, moi, ici en 2004 à La Réunion et j'avais constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de prépa physique, c'était un constat. Donc, j'avais voilà, émis l'hypothèse qu'à un moment donné, ça manquait un peu pour être solide dans les sentiers et on voyait bien qu'il y avait des personnes qui se baissaient un peu plus, c'était un constat. Ou que parfois, voilà, ça ne tenait pas musculairement. Donc, pour moi, il y a quand même un versant sur le versant articulaire et musculaire quand même à travailler si on fait un constat d'entrée. C'est-à-dire que moi, dans un début de préparation, j'essaye de faire finalement un check-up et de voir s'il y a un réel besoin. C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais fait faire des petits tests de renforcement sur des marches hautes. J'avais fait tout un système de testing pour voir si la personne elle est capable finalement de supporter une certaine douleur et une certaine voilà au niveau énergie certaine puissance musculaire et en fait avec certains athlètes de la préparation physique on va dire traditionnelle une fois par semaine voire des fois certains 2 fois par semaine il y en a qui n'en faisaient absolument pas parce que regarde je te donne l'exemple de Xavier Thévenard que j'avais commencé à entraîner je crois en 2011
ça sert à rien de lui faire de la préparation physique et des exercices. Il fait du ski de fond, il est solide, voilà. Il a juste un peu besoin de maintien. Alors que ici, Jean-François Waro, je dis ça au hasard parce qu'il y a beaucoup de Waro, de paillettes. Lui, on voit bien que voilà, tu lui fais faire un petit travail dans les marches, un petit test, et qu'au bout de 5, il est cuit, machin. Donc là, il y a, voilà, on va dire, à un moment donné, et puis tu vois bien que dans ses courses, il est bourré de crampes, il a des courbatures en permanence. Voilà, c'est identifié, c'est pas en faire pour en faire. C'est là où le côté de la recherche empirique il est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut identifier et ça se permet d'individualiser. Est-ce que tu en as besoin ou pas? C'est simple. Et oui, c'est ça. Voilà, donc, en fait, suivant les athlètes que tu as, il y en a, ça va durer 2 mois, il y en a, ça va durer 3 semaines, et puis il y en a, en fait, ils n'en ont pas du tout besoin toute l'année. C'est vrai que ouais, tu disais, moi aussi, j'ai la chance, j'ai choisi d'habiter ici, donc au final, ce n'est pas de la chance. Je suis à proximité d'un très beau terrain de jeu en ski de fond. C'est vrai que quand tu fais 2 ou 3 sorties de ski de fond dans la semaine, c'est solide. Faire du gainage, bon. Alors peut-être j'en fais un peu avant le ski de fond, tu vois. Par contre, on va reprendre le cas de quelqu'un qui habite vers Tours, j'aime bien. Lui, il va passer, malheureusement, il va peut-être même passer du temps en salle de sport pour bénéficier d'appareils un peu lestés, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper au moment donné quand même qu'il y a une fatigue musculaire particulière. Ça, c'est un constat, on le voit bien, et que surtout si tu viens faire le grand raid à La Réunion, si tu n'as pas fait de travail déjà premièrement musculaire et articulaire, ça va avoir du mal. Et en même temps, si tu n'as pas fait une longue descente un peu technique, tu vas aussi souffrir. Donc, c'est des constats sur lesquels après, voilà, faut travailler et amener progressivement ta démarche. Tu vas les faire plein de fois. Tu vas faire des montées-descentes, des up and down en permanence. Et puis, tu vas aussi consolider en fait tout ton travail. Alors, moi, je travaille aussi sur la morpho-anatomie. Je trouve que c'est voilà, alors, il y a pas mal de trucs qui sortent là-dessus, mais ça m'intéresse. En fait, je lis des livres là-dessus. C'est un peu darwinien, mais en fait, tu vois comment on a été constitué. On est constitué différemment. Et puis, tu sais, il y a les préférences motrices aussi. On en parle beaucoup, terrien, aérien. Tout ça, ça m'intéresse. Mais je ne vais pas le prendre comme un dogme, encore une fois. C'est-à-dire que, par contre, je trouve que les modèles sont intéressants. Et ça peut permettre d'avoir des principes, de voir que le gars, il court sur l'avant-pied ou sur en mid-foot, ou s'il travaille un peu plus sur talon. On voit bien voilà, qu'il peut y avoir un travail effectué justement, si tu veux travailler quelqu'un terrien qui est terrien, tu le fais travailler en fente avant, pas en fente arrière. Si il est aérien, tu le fais travailler en fente arrière. Tu verras qu'il est moins à l'aise. Et en fait, tu vas le faire travailler justement sur la préférence sur laquelle il est moins bien. Pour compléter un peu, finalement, quand il va descendre, voilà, il va moins se casser la gueule, on va dire. Je résume. Les fentes avant ou arrière, ça, c'est un exercice vraiment, ça laisse des traces. Tu nous l'as dit à demi-mot quasiment tout au long de l'interview. Jusque-là, tu es quelqu'un qui se repose pas du tout sur ses acquis. Tu es en permanence en train de lire, en train de t'intéresser aux choses. Donc, si je te demande comment tu fais pour progresser en tant que coach, tu vas me répondre en toute simplicité. Je lis. J'écoute la formation un peu au quotidien, quoi. Le livre de chevet. Tout le temps. Tous les jours, en fait, je vais faire. Non, en fait, je cours tous les jours 1 heure à 1 heure et quart et j'écoute un podcast. Et ça peut être de la philo, des neurosciences, le podcast de Nodio, des podcasts d'entraînement, biomécanique, enfin voilà. Il y a aussi vraiment des podcasts intéressants, même des podcasts en anglais. Après, il faut aussi. Des fois, c'est pas tout le temps évident, tu as la tête un peu comme ça. Et après, tous les soirs, j'ai hacké mon cerveau pour me dire, de temps en temps, je décompresse, je vais regarder une bonne série avec la bagarre parce qu'il en a besoin, ou quelque chose de décompresse. Mais j'ai aussi besoin de lire aussi. Alors, je lis et je m'octroie. Voilà, une période de lecture on va dire entre une demi-heure et 1 heure et demie par jour. Ah oui, quand même. J'essaie de lire. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois que tu te formes vraiment et t'apporte beaucoup de choses, quoi. Et ouais. J'essaye, en tout cas, et quand c'est possible, je le fais. Voilà, j'essaye de hacker pour ça. Et hormis tes livres, est-ce que tu en aurais d'autres à conseiller à un auditeur qui voudrait, voilà,
comprendre un peu mieux l'entraînement ou s'ouvrir l'esprit aussi, si c'est un livre qui t'a marqué pour d'autres choses? Ouais, alors moi je dirais que je conseille un peu en fait les gens qui veulent lire, c'est démarrer et d'aller aller un peu éplucher un secteur sur lequel ils ont envie, par exemple. Et on le sent qu'il y a des périodes, par exemple, j'ai plutôt envie de travailler sur le VO2 max. Donc c'est pour ça que je ne veux pas te dire un livre particulier parce que si tu vas travailler sur le VO2 max, bah peut-être que tu vas aller lire les livres de Bia, tu vas aller, tu vois ce que je veux dire, parce qu'elle a vraiment travaillé Véronique dessus. Billa, ouais, là c'est pointu. Voilà, Ouais. tu vois. Et si, par contre, tu vas travailler sur les préférences motrices, tu vas aller voir Cyril Gimbre, voilà, tu vois. Donc, finalement, tous les livres sont intéressants parce que c'est des personnes qui ont travaillé sur un secteur qui est vraiment appuyé, il y a vraiment une recherche scientifique, et c'est ça. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les livres un petit peu plus, on va dire, qui sont maintenant sur le versant mental. Il y a un livre que j'ai bien aimé, c'est Jean-Michel Hougourlian sur notre troisième cerveau, qui lui travaille sur le mimétisme, l'altérité. Je trouve que voilà, c'est. Et puis il y a plein de livres vraiment. Moi, je relis des choses sur les neurosciences beaucoup. J'aime beaucoup Antonio Damasio, qui son dernier livre, là, Sentir et savoir, tu vois, qui est sorti en 2021, qui en fait réconcilie vraiment les découvertes scientifiques en fait et une sorte de philosophie. Et moi, je travaille beaucoup sur le côté de la conscience. Tu vois. Et je trouve que ça va être ça qui va être important, c'est-à-dire que je travaille sur les biais cognitifs aussi, sur les routines, en fait, et tu t'aperçois qu'on a énormément de choses inconscientes, je ne vais pas l'inventer, mais je ne vais pas te le faire découvrir, mais la conscience de ce qu'on, voilà, je vais te donner un mot et tu vas prendre conscience et tu vas travailler dessus. Et avec les athlètes, je pense que dans l'entraînement, c'est aussi important de prendre conscience, voilà, de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions et à s'en poser aussi. Donc, je suis pas mal sur les neurosciences aussi. Alors, je ne vais pas citer tous les livres en ce moment, mais il y a des livres, c'est vrai, comme Antonio Damasio, tous les ouvrages d'Antonio Damasio, tout ce qui est sur les neurosciences. Et puis des livres de philo aussi. Hein. Il y a un livre qui est pas mal, que je conseille si on veut travailler sur la logothérapie. C'est sur le sens de la vie. C'est Viktor Frankl, qui Découvrir un sens à sa vie, qui est sorti en 2012. Qui est un ouvrage, bon, le gars était dans les camps de concentration, et tu vois bien qu'il s'accroche à des toutes petites choses. Et là, dans le mental, ça t'en met plein la gueule, quoi. Voilà. Et je lis aussi pas mal de choses sur le climat aussi, parce que je pense que, et la chaleur, parce que j'ai aussi, on va faire on est sur justement quelque chose qui va être incubé à la Technopole, là, sur une start-up, voilà, qui va s'appeler Éruption. On travaille sur la chaleur. Et je pense que c'est une thématique qu'il va falloir parler quand même à l'avenir parce qu'on la fuit, sans être éco-anxieux, mais on la fuit, mais à un moment donné, on pourra peut-être plus courir parce qu'il fera trop chaud. Oui, oui, bah ça, déjà aujourd'hui, il y a quelques trails l'été, c'est quand même très, très, très dangereux. Moi, j'ai déjà été sur des événements en tant que speaker où malheureusement la course est arrêtée par l'organisation parce qu'il y a trop de gens qui sont perfusés, tu sais, avec la petite solution un peu saline, un peu aqueuse là. Ouais, une perfusion, c'est ça. Donc ouais, voilà, sur même des trails de montagne, hein, des fois dans les vallées, tu atteins les 40 degrés et là plein soleil en montagne, ça tombe comme des mouches. Donc c'est sûr que c'est une composante, on peut s'y préparer, mais enfin bon, jusqu'à une certaine valeur, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait une étude au Grand Raid et on va le refaire pour le 30e anniversaire. Là, on a fait un appel, il y avait 80 places, on a 440 candidats. On a été obligé de faire un tirage au sort. Pour faire de la recherche, c'est quand même assez sympa. Ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés par ça. Et pourtant, c'est contraignant. Hein. J'ai lu la vallée, tu sais, les bodycaps, il y a pas mal de petits tests. Et non, mais je pense que c'est fondamental pour l'avenir, c'est-à-dire comment le corps il se comporte dans un environnement quand il y a de la chaleur et notamment sur le très long. Je pense que ça va t'intéresser. Mais ce qui veut dire aussi qu'on s'intéresse au froid, hein. C'est-à-dire les changements climatiques et les changements de température aussi. Tu vois, comment le corps va se comporter. Et ça, je pense que ça va être fondamental dans les connaissances, dans notre pratique. Il y en a d'autres, hein. Il y a le sommeil, il y a pas mal de choses, mais notamment la chaleur, je pense que c'est des thématiques qui vont nous tomber sur la gueule, on va dire. Et il va falloir s'intéresser.
On va peut-être rattacher là ceux qui font du cyclisme en ultra-distance aux ultra-trailers, entre guillemets. Tu passes des journées très, très chaudes l'été. La nuit, alors, c'est pas une nuit aussi fraîche que l'hiver, évidemment, mais l'amplitude des températures fait que ton corps ne comprend plus rien. Système gastrique marche plus. Tu as froid alors qu'il fait 5 degrés, alors que tout l'hiver, tu t'es entraîné par -5. Voilà. Je suis d'accord avec toi parce qu'on parle, tu sais, pas manger de gluten, faire attention à ça. Non, c'est mal. Non, mais voilà, moi, je fais gaffe aussi. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que ça. Peut-être que les températures aussi influent sur le microbiote. Et on ne sait pas encore de trop, tu vois. Non, mais c'est pas encore, tu vois, très prouvé scientifiquement. Et, oui, voilà. c'est vrai. Mais, donc, c'est ces recherches-là qui vont être intéressantes. Ce serait peut-être sympa de faire passer un questionnaire à la Saint-Élion, tous ceux qui ont eu des maux de ventre, tu vois, comment ils étaient habillés, etc. Enfin, bon. Il y a des choses à faire. Tu vas être encore occupé. Tant mieux. À l'inverse des livres, tu vois, qui nous pompent pour les jeunes. Non, je rigole. Est-ce que tu as des films ou documentaires qui t'ont peut-être un peu marqué, que tu recommanderais? Alors, ça peut être pour se cultiver, ça peut être aussi pour, tu vois, l'hiver, pour se donner un peu le goût de l'effort. Tu regardes un joli documentaire, je sais pas, il y a celui sur François Den là, qui est sorti, c'est sympa, tu vois, ça donne envie. Ouais, moi j'aime bien regarder, effectivement, je suis assez friand et assez consommateur de petits films et je vais voir pas mal les choses sur Arte parce que je trouve qu'ils ont une bonne touche, Arte. On a pu voir, c'est les films que ce soit sur le dopage, que ce soit sur le côté mental. Moi je trouve que là, leur chaîne est vraiment très instructive. Il y a énormément de documentaires et qui sont vraiment bien faits, bien construit. Et je dirais, là, celui qui m'a touché dernièrement, vraiment, qui m'a apporté, c'est celui de Frédéric Berg, qui est venu passer à La Réunion, Les Finisseurs. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Et celui aussi de Ludo Collet, évidemment, que tu connais. Avec Au-delà du Laurie, temps, ouais. avec Laurie, voilà. En fait, triste à la fin, quand même. Hein. Moi, j'ai trouvé triste à la fin. Moi aussi, il y avait un petit message un peu triste, mais je pense que ça correspond aussi au versant émotionnel de Ludo. C'est fidèle, tu vois, à ce qu'il veut faire passer. C'est son message un peu, voilà, help. Mais le côté des finisseurs, j'ai adoré aussi de voir ces mecs quoi, complètement shootés et qui vont chercher loin. Et tu vois qu'il y a des mecs qui sont autistes, quoi. Et faut être autiste pour faire ça. Mais je trouve ça génial. Enfin, le comportement, on peut aller au-delà dans l'inconfort. Ils sortent d'une zone de confort monstrueuse, quoi. Moi, je les admire. Enfin, je cautionne pas tout le temps, mais j'admire. Je cautionne pas tout le temps, mais j'admire. Après, l'autisme, tu as aussi les gens un peu, des fois, dans leur travail ou dans leur vie personnelle, ils font des trucs Tout à fait. qui les gonflent. Il y a Ils ne toujours... savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font pendant X années. Puis un jour, il y a toujours quelque chose. Pouf. Il y a toujours quelque chose derrière. Et moi, c'est pour ça que, si tu veux, je ne le critique pas. Voilà, on va toujours chercher quelque chose. On va toujours chercher, il y a toujours une raison. Et il faut laisser la personne aller la chercher. C'est important. Une question qui va prendre tout son sens avec toi, puisque en commençant en 85, tu as vu toutes les évolutions possibles, je pense, en manière de penser et en manière de transmettre avec les différents supports qui ont été ajoutés au fil du temps. Comment tu dirais que le métier de coach a évolué sur les dernières années? Que ce soit un peu peut-être dans la mentalité des coachs que tu vois un peu autour de toi et dans la manière de transmettre, ça on s'en doute tous, hein, avec les outils informatiques. On est passé de l'entraîneur au coach, en fait. C'est-à-dire que on était sur le terrain. Moi, j'y étais. J'étais dans des clubs d'athlétisme où c'était 2, 3, voire 4 soirs par semaine. Ah ouais, tu donnais, et tac, on fait ça. Ouais. Voilà, on arrive et on donne la séance, on la suit, on accompagne les athlètes, quel que soit l'âge. Et on est passé à un coaching puisqu'il y a eu les outils en ligne qui ont pu permettre cette possibilité. Et cette version du coaching un peu holistique, c'est-à-dire que voilà, on va voir différentes facettes. Mais pour moi, le coaching, c'est ça. C'est pas que la personne sur le terrain qui va, entre guillemets, être un peu prescriptive de la séance. Le coaching, il y a une réflexion plus globale sur l'individu, sur l'humain. Et je ne dis pas que l'entraîneur est pas comme ça, parce que certains entraîneurs sont aussi coachs. Enfin,
Mais c'est vrai que ça a évolué sur ce versant numérique, en fait. Et c'est là où je mets un bémol, c'est-à-dire qu'il faut être très, très vigilant à conserver l'humain. Et voilà. Et ce qu'il faut, si on peut privilégier le relationnel, le lien social, et à un moment donné pouvoir discuter, de voir la personne, c'est quand même mieux. Mm. Mais après, voilà, ça permet quand même d'améliorer certaines choses. Ah ouais, je le répète encore une fois, donc moi je suis un entraînement à distance, donc j'ai mes séances qui sont planifiées sur Nolio en fonction de mon emploi du temps. Mais c'est vrai que les fois où je peux me rendre, soit tu vois une petite semaine en Auvergne, donc je vois un peu Patrick, ou sur des week-ends où on rassemble 10, 15, 20, 30 athlètes, ou sur des courses où on y va à 5 ou 10, ça met un petit boost dans l'année, puis au final, en se voyant 2 ou 3 fois, c'est aussi assez suffisant, c'est pas mal, ça mélange un peu les deux, c'est assez bien. Donc, Ouais, Patrick, ce qu'il fait, c'est très bien, je trouve, et il remet de l'humain. oui. Et moi, je le félicite. Enfin, voilà, parce que vraiment, c'est ce qu'il faut tendre. On revient un peu aussi à ces valeurs-là, c'est-à-dire ces valeurs de proximité. On a vécu une période difficile quand même où on a été sur l'éloignement. Et finalement, d'aller reprendre contact avec la personne, tu vois, c'est le ressenti, c'est les ondes. Et le groupe, c'est fondamental, quoi. Et lui, voilà, il revient vers ça. Et moi, je trouve ça très bien. En tout cas, Ouais, tu c'est top. as aussi Adrien Séguret, tu vois, qui est Oui, pas mal là-dedans et qui fait des choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'Adrien, il va même aller accompagner l'athlète sur sa compétition en allant, tu ouais. vois, le ravitailler, des choses comme ça. Ouais, c'est génial. Et je crois qu'il est maintenant, il a remplacé Philippe Propage qui a eu un problème aussi, je crois, cardiaque. Euh, Adrien Séguret, je crois. Ouais, oui, 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 il j'ai va vu s'occuper des équipes de que France. Ouais. va s'en C'est bien, occuper, ouais, ouais, ouais. Enfin, s'en c'est bien, mais occuper, il c'est un peu va comme Philippe, hein, en apporter. fait. C'est des regards humains, c'est des gens qui sont présents. Et quand on dit présent, voilà, ils font beaucoup de concessions pour être présents. Et moi, je trouve, voilà, il faut féliciter, encourager, parce que des fois, on le dit pas assez. Parce que c'est des personnes qui aussi mettent une part de leur vie de famille, de leur vie professionnelle des fois. Ouais, puis il arrive Et avec c'est son des... accent de Rodez, tu sais, c'est excellent. C'est Des ça. encouragements fabuleux. Hmm. Allez, c'est une petite question marrante à la fin, Eric. Ouais. La perf dont tu es le plus fier d'un de tes athlètes. Alors, ça peut être une très grosse perf d'un athlète élite, etc. Mais ça peut être aussi une perf d'un. On peut reprendre le cas de ton notaire qui a sans doute réussi des objectifs personnels. Vraiment une où tu étais fier de toi, de lui. Ah, c'est le degré d'émotionnel. Enfin, Ouais, un peu. je veux dire, quand un athlète réussit ou quand il abandonne ou quand il a des problèmes, on est toujours dans l'émotionnel assez élevé. Mais je crois que là, il y a un moment donné, il faut être honnête, et je crois que c'est un moment donné que dans la carrière, j'ai suivi Thomas Lorblanchi Oui. pendant 8 ans quand même. J'ai eu Tom Tom pendant 8 ans. Ça a été une Ouais, belle qui a fait aventure entre plusieurs nous. victoires au Templier, Voilà, je crois que qui a couru un la peu perte partout dans le monde. ouais, la perte dont je suis fier de lui, en fait, c'est quand il a pu regagner une quatrième fois alors que tout le monde disait qu'il était cuit, quoi. Hmm. On a bossé, voilà, un peu dans l'ombre. Voilà, il s'est dit que c'était tout à fait possible. Et moi, vraiment, j'ai vraiment un très, très bon ressenti. Et bon, après, il est rentré quand il est rentré chez ASIC avec Xavier, qui font A et 2 au Templier. Bon, c'est des jolis moments aussi, hein. C'est des beaux moments pour un entraîneur. Mais je crois que c'est surtout le chemin parcouru, de la résilience, tu vois, qu'a eu Thomas, pour dire, bon, ouais, je suis pas une merde, quoi, tu vois. Je lui ai montré que je suis encore là et c'était pas gagné et il regagne, quoi. Donc, voilà, c'était beau. C'était beau. Ah Ouais, ouais, justement, ils font un et 2 avec Xavier cette année-là, je crois. ah ouais, l'histoire qui est derrière la performance. C'est ça. C'est ça Et qui à me plaît. l'inverse, alors peut-être ce sera la même anecdote que tu nous as donnée au début pour ton premier coaching. La plus grosse erreur que tu as fait en tant que coach, tu vois, la boulette. Les boulettes, alors moi je dirais c'est Non, vrai une que belle, une qui nous fait marrer. je crois que c'est de faire trop couper un athlète. Ah ouais? De faire trop couper un athlète, ouais. Ah ouais. La boulette que j'ai fait, c'est avec Xavier, je pense aussi, tu vois, à un moment donné.
Il est venu faire des courses ici. Il est venu faire la course. Je l'avais invité au Trail de Rodrigue et machin. Ah oui, Et oui. finalement, ouais. Et je l'ai vu dans un état pas possible. Et en fait, la première montée, il crampait tout le temps. Et je pense que, alors, je suis pas forcément, mais on a identifié le fait de finalement, il fallait pas trop qu'il coupe. Et après, j'ai compris que voilà, il y avait un reset excentrique à faire et qu'il fallait qu'il fasse la montée-descente même dans la semaine. Et donc, son organisme est tellement habitué. Plus on fait, plus on en fait, plus on peut en faire. En fait, moi, c'est un principe que je dis. Et si tu coupes trop pour quelqu'un qui, par exemple, va faire 200 km et que tu lui fais faire 20 bornes, tu vois, l'organisme, il va se mettre en sommeil complet, tu vois, ou alors s'il n'est pas habitué à trop couper. Ben, en fait, moi, je pense que c'est une boulette, mais qui a été intéressante parce que ça a permis aussi de faire d'autres, de même, tu vois, presque faire une séance de côte la veille d'un UTMB, quoi. C'est se dire ça, quoi. Et il gagne en faisant des séances de côte la veille, l'avant-veille, quoi. Enfin, tu vois, enfin, c'est là où le modèle de l'entraînement, toi, tu penses et tu transfères quelque chose que tu penses qui est bon, et c'est là où tu te plantes. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être très, très vigilant. Voilà. Et c'est une boulette, je pense. Oui, Ah, c'est une mais boulette. c'est la peur de beaucoup. C'est vrai que du coup, C'est ça. ouais, c'est marrant que ça te soit arrivé. Si tu pouvais choisir un athlète vraiment, tu as envie de mettre ton nez dans son entraînement, une personne que tu aurais rêvé de coacher, tu te dis peut-être j'aurais aimé voir ce qu'il faisait, peut-être j'aurais pu améliorer ça, 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 ou alors c'est juste de la curiosité, mais voilà, une personne, tu aurais Alors, rêvé de… en fait, pour l'ego, parce que je veux dire, c'est vrai, on a toujours un petit peu d'ego, on a besoin Ah de bah oui, si tu n'as pas reconnaissance, tout d'ego, le tu n'as monde. pas de motivation. Voilà. Bah, moi, j'aurais bien aimé, c'est un peu con et typique comme réponse, mais d'avoir eu Kylian. Voilà. Je Ah, pense que personne ne voilà, me l'avait dit c'est jusque-là, tu vois. voilà. Bah, tu vois, je pense que je trouve déjà même justement par rapport au personnage, c'est justement dans les conceptions de l'entraînement où lui il se prend en charge, où il est responsable, il a une évaluation du risque et du danger, où je pense que voilà l'échange il aurait été mortel, quoi. Voilà, c'est de pouvoir échanger des choses et d'apprendre aussi beaucoup de l'athlète, en fait, parce que c'est ça, c'est pas que dans un sens. Et c'est une aventure humaine, en fait, un entraînement. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu vis une aventure et on est deux humains. C'est pas, si tu veux, dans l'analyse transactionnelle, c'est un adulte et un enfant. Et c'est ce que je critique. C'est que si on est un adulte on est un parent pour un enfant dans l'entraînement, on se plante. C'est deux adultes. Et C'est oui, deux adultes. Voilà. Oui, mais on dit oui, mais regarde, des fois, c'est ouais. souvent un parent et un enfant qui écoutent le coach. Mais tu vois, c'est aussi l'évolution de la relation que j'ai avec Patrick Mm. Bringer. Alors, je me réserve Mm. souvent de porter un jugement puisque j'ai quand même aucune connaissance en physiologie. Mais maintenant, au fil du temps, là, on va être sur la 6e ou 7e année, je ne sais plus. Au fil du Mm. temps, à des moments, je vois passer des séances et je lui dis non, ça, on ne le fera Mm. pas. Ça me… Ouais, et je pense qu'il y a une discussion qui peut s'ouvrir aussi. Alors, des fois, il Tu vois. râle un peu, puis des fois, il dit ah oui, c'est Mm. vrai, tu as raison. Et puis, des fois, il dit ah bah non, 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 là, ça fait plusieurs fois que tu passes à côté. Je te connais, là, mon petit Ferrari, la VMA, tu vas la faire maintenant. Donc, Mais voilà, je pense que c'est il y a aussi, une voilà, c'est des discussion. questionnements, Ouais. des discussions et des questionnements, en fait. Je pense que, parce que des fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur la conscience, des fois, on va aller chercher, il faut aller chercher des choses dans l'inconscient. Parce que des fois, peut-être que tu veux pas parce qu'il y a une raison. Mais après, lui, il va te mettre en conscience, ou toi, tu vas le mettre en conscience de quelque chose. Et finalement, c'est là où on va pouvoir avoir de la nuance, discuter, avoir du discernement, et de trouver, c'est ça l'entraînement, de trouver le compromis qu'on va travailler ensemble. Et on va être d'accord sur le contrat. Et justement, on tend vers la performance. Et les erreurs, on les assumera tous les deux. Hmm. Et les erreurs, comme les grandes réussites, on les assumera tous les deux. Tu vois, ça tombe pas la responsabilité sur l'un ou sur Hmm. l'autre. Ouais, C'est là, par ça qui est. exemple, à 10 jours des Templiers, en fait, j'avais une petite fatigue Mm. générale à cause du travail. Bon. Et on a voulu faire 2 derniers jours de volume, tu vois, qui étaient totalement déraisonnables, qui seraient peut-être passés sur un athlète vraiment qui aurait fait une petite saison et qui serait très frais, etc. Bon, il m'a envoyé ces 2 grosses journées, je les ai vues, je me suis dit, bon, c'est excessif. Mm. Au final, j'en ai quand même fait les 2 tiers et en fait, il aurait fallu être encore plus raisonnable. Il aurait fallu dire non, ça va. Et du coup, oui, la faute Mm. était assumée parce que lui, il me les envoie.
mais moi, je l'ai fait. Tu vois. Ouais, Donc, mais il te connaît. Il sait que tu es un stakhanoviste. ouais, mais alors du coup, bah, ça sert de leçon et tu ne me reverras pas faire le même schéma. Déjà, Ah, tu ne me justement, reverras pas faire cette c'est pas opération. mal. Il te provoque, en fait, je trouve, de te provoquer dans ton secteur sur lequel où toi, justement, tu as ce Et oui. versant-là, peut-être. Est-ce que toi, tu n'es pas quelqu'un d'assez stakhanoviste dans ce que j'ai pu comprendre et voir dans tes entraînements? Tu vas loin quand même. Donc, il te provoque aussi là-dedans. Et je trouve que c'est bien. Ça te permet aussi de voir quelles sont tes limites et tu vois, quelque Mais part. C'est c'est bien intéressant. d'avoir le recul et de se dire, ouais, non, en fait, Hmm. je pensais avoir envie, mais finalement, je n'avais pas envie. Ouais, l'envie, ouais, le côté plaisir, c'est ça, c'est l'envie aussi d'y aller, hein. Sinon, on est dans le burn-out. Alors, on est sur les dernières petites questions. Celles-là, elles sont un Ouais. petit peu plus drôles, tu vois. Puis les réponses sont diverses, hein, donc on va voir avec toi. Qu'est-ce que tu penses de coacher son conjoint, Eric? Pour moi, c'est impossible parce que Ah, déjà, elle fait pas du sport comme moi j'en ai fait, mais moi, elle a été ma confidente et elle a suivi partout, elle a voyagé partout et c'était complémentaire. Alors, ce que j'en pense, bon, en fait, c'est variable, ça dépend du couple, ça dépend des ondes. On parlait de mimétisme. S'il y a une rivalité mimétique qui est saine et qu'à un moment donné, ça ne soit pas un obstacle pour l'autre, je pense que ça peut marcher, ça peut matcher. Donc, moi, je ne vais pas être généraliste. Je vais dire, à un moment donné, ça va dépendre. Et Jean-Michel Augrelian, sur le troisième cerveau, le dit bien. On est dans un modèle. Est-ce que dans le modèle du couple, on est bien? Après, il y a une rivalité mimétique parce que les deux cours, par exemple, où il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'à un moment donné, l'autre est un obstacle, tu vois? Et c'est là où c'est pas bon parce qu'en fait, ça va. Ouais, mais il faut s'occuper des enfants. Ouais, mais toi, tu ne fais pas ça et moi, je fais ça. Enfin, tu vois? Et hmm. c'est là où ça va être intéressant. Est-ce que la rivalité mimétique, elle est saine pour rester dans un modèle qui puisse être vivable pour les deux pour l'entraînement? Voilà, Et là, ça peut matcher. On le voit très bien, il y a des couples qui fonctionnent très bien et d'autres, bah, à un moment donné, ça part en live, comme tous les couples, Et comme alors beaucoup de après, couples. si on descend un peu sur la famille proche, tu vois, ça peut être les enfants, ça peut être des cousins germains, Ouais. des oncles, tantes. Ouais, alors les enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire que aussi, le problème, c'est que ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le modèle du transfert. Si je Ouais. transfère à mes enfants ce que j'aurais voulu être, c'est ça la question, tu vois, dans ce qu'on va évoquer. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien pour eux ou est-ce que c'est bien pour moi? Moi, je pose toujours la question. Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour eux? Est-ce que je leur pose la question à mes enfants? Est-ce qu'ils veulent être entraînés par papa et pourquoi? Tu vois? Et celle-là, c'est intéressant. Et là, pourquoi pas? Et c'est pareil, on le voit. Après, on voit chez la famille Ingebrigtsen, c'est le père qui entraîne tout le monde et c'est plutôt du succès. Après, je ne sais pas si ça fera des enfants équilibrés plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche. Hmm. Euh, Bon, ils ont l'air souriants pour l'instant. bah écoute, voilà. Donc, c'est pareil, je crois que tu sais, on parlait tout à l'heure de modélisation et finalement de mettre un dôme, il faut faire attention. Tout est possible et quelque part aussi, tout est des fois pas possible. Donc, c'est d'être dans le contexte. Moi, j'ai une analyse, une approche très systémique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve avec telle ou telle personne ou tel machin. Est-ce que ça va matcher ou pas? C'est ça qui est intéressant. Et il y a des gens avec qui ça va pas marcher, puis d'autres avec qui ça va marcher. Ouais. Et au niveau, donc là aussi, avec ta grande expérience, ça va être pas mal. Au niveau des féminines, est-ce que tu en as coaché? Je pense que oui. Oui, Euh, beaucoup. quelle différence tu as pu constater? Alors, ça peut être deux types de différences. Mm. Peut-être dans toi, ta manière d'aborder la programmation de l'entraînement et dans elle, la manière de te faire un retour par rapport à un public masculin. Bah, faut savoir que la femme, au niveau cycle, c'est assez particulier. Il y a des périodes de plus grosse fatigue et il y a des améliorés, etc. Donc, automatiquement, on est différent d'un point de vue hormonal. Donc, je Oui. ne vais pas dire qu'il y a un genre. Il y a pas, c'est pas forcément genré mais on voit bien qu'il y a un petit peu moins quand même de force musculaire et qu'il y a ces problèmes cycliques, etc. Si je résume un peu le truc, donc automatiquement, ça va influencer l'entraînement. Automatiquement, il faut en prendre compte et être très à l'écoute de ça, des périodes où c'est plus difficile, plus délicat, et voilà. Mais effectivement, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait
plus minutieuse, plus précise, et moins sur le côté hormonal de la testo où allez, j'y vais, il y a un petit peu moins d'ego, on va dire. Ouais, C'est vrai qu'on retrouve les un petit départs de voilà. course. C'est ça. Je pense que si on veut faire une bonne course et faire un top 10 sur le Grand Raid, faut suivre la première femme quoi. Quand Mais t'arrives. je vais faire ça l'an prochain à l'UTMB. C'est Voilà. ça, ouais, t'as fait 7. Hein. Comme ça, je m'emmerde Donc, plus. Je et on réfléchis voit bien pas. que, regardez, en fait, moi je dis, c'est là où c'est intéressant, c'est au lieu de dire, voilà, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, essayer d'aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, aller à la source, aller voir, regarder l'UTMB depuis des années, regarder les temps de passage, regarder combien elle est à la position, et regarder, voilà, alors là on va voir que finalement la femme, elle gère différemment. Elle remonte énormément, hein, on voit, et c'est un constat, ça. Ça, c'est quelque chose de très objectif Bah, et c'est vrai factuel. qu'autant, alors chez les hommes, tu as un petit peu de tout. Hein. Tu as ceux qui gèrent bien, tu as ceux qui gèrent mal. C'est ça. Mais chez les féminines, c'est très, très rare. J'arrive pas à me souvenir de tête d'une course où une dame est partie sur des temps absolument canons et a explosé bêtement après, un peu comme pourrait faire Ouais, Jim. Voilà, parce qu'on a tous c'est ça. cette Jim, vu que c'est celui qui est devant, c'est celui qu'on se rappelle le mieux. Mais bon, il y a moi aussi, il y en a d'autres. Il y a un facteur hein, que peut-être tu n'as pas évoqué là et qu'il faut penser, c'est que c'est l'égalité des chances au départ et qu'on l'évoquait. D'ailleurs, les femmes, justement, on voit bien au Grand Raid, elles arrivent, il y a très peu de spectateurs, ça, tu vois. Et c'est les hommes qui sont favorisés puisque, en fait, c'est eux qui vont être les premiers de la course. Et justement, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir courir tous ensemble, mais d'un autre côté, bah, finalement, les femmes sont un peu lésées parce qu'elles n'ont pas cette possibilité d'être devant, comme on peut le voir au marathon. Et peut-être que justement, si les femmes, alors c'est pas pour ça que je dis qu'il faut qu'elles le fassent, mais si elles avaient un peloton particulier, etc., on pourrait peut-être voir aussi ce genre de phénomène, c'est-à-dire d'explosion, etc. Parce que si elles étaient toutes ensemble et qu'ensemble, il y aurait peut-être aussi ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif et vigilant par rapport à ces éléments factuels. Je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'organise sur mon trail Nivelles-Revard, le 14 km, je l'ai rendu uniquement féminin. Alors, on verra cette année si ça plaît encore. Écoute, ça avait séduit 110 personnes en 2019, donc pourquoi pas. Et du coup, physiquement, la première personne qui passe l'arche d'arrivée, au moment où on a le maximum de public pour regarder qui physiquement termine la course le premier, eh bien, c'est l'athlète féminine qui passe sous l'arche d'arrivée. Ça, et elle savait parfaitement à quelle place elle était dans la course, puisqu'autour d'elle, il n'y avait que des athlètes féminines qui participaient au même classement. Ça change des fois. Souvent, je suis speaker sur la ligne d'arrivée, voilà, je recueille les impressions de la troisième dame. Elle arrive 2 minutes après la deuxième, elle ne le savait pas, tu vois. C'est ça. Mais c'est un paradoxe, hein, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai fait mon mémoire d'histoire, master d'histoire, c'est le long combat des femmes pour le marathon. Et de la course à pied à La Réunion aussi. Et en fait, voilà, c'est un paradoxe parce que quelque part, c'est génial que tout le monde puisse être au départ, ensemble, sur le Grand Raid ou l'UTMB, sauf que, bon, à part sur l'UTMB où la première est vraiment valorisée, mais on voit bien sur le Grand Raid, à 2 heures du matin, tu n'as plus personne, quoi. Tu vois, et 2 heures ou 3 heures du matin, voilà. Et il n'y a pas de valorisation. Et ça, voilà, il y a quand même de la frustration et c'est normal qu'il y ait de la frustration, il faut les comprendre. Donc, est-ce qu'il y a des solutions, pas des solutions? Il y a des courses féminines, tant mieux aussi. Parce qu'à un moment donné, si on fait le constat qu'il y a moins de force, voilà, c'est bien aussi qu'on privilégie de temps en temps et qu'on puisse les faire courir ensemble. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Et oui, puis c'est sûr qu'au Grand Raid, quand tu arrives à 2 heures du matin, les gens ont beau être extrêmement motivés, on est tous rattrapés par le travail, par l'envie de dormir. C'est ça. Même si tu ferais arriver le premier homme à 2 heures du matin, tu aurais moins de public. Hein, ça... Oui, tout à fait. Si tu avais un conseil, Eric, à donner à toi-même, il y a quelques années, ça peut être 5, 10, 15, 20 ans en arrière, tu vois, un truc que tu aurais modifié et ça aurait été intéressant. Ouais. En fait, moi, le seul truc, vraiment, c'est... Moi, je trouve que de toute façon, toutes les erreurs que j'ai pu faire, elles ont été constructives et bien. Non, mais j'aurais quand même un conseil. Je dis, et peut-être que justement, tu sais, quand je te parlais de besoin d'être aimé, de besoin de reconnaissance, etc., et finalement, on est vulnérable et fragile, et à un moment donné, on tu voulais plusieurs femmes? Peut-être. Voilà. C'était ça le conseil. Non. Mais
Non, peut-être dire. Oui, il ne va pas écouter. C'est trop long. Non, je dirais peut-être essaye d'être toi-même, quoi. Et, sois toi-même et essaye de ne pas forcément vouloir être ce que les autres veulent que tu sois. C'est un peu complexe, mais c'est vraiment ça. C'est dur, hein, parce qu'on obéit souvent aux lois du groupe quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et revendiquer un petit peu tes émotions, je les ai toujours conservées pour moi, ce qui m'a aussi permis d'avoir un problème cardiaque, quoi. Donc, je les ai conservées au fond de moi-même. Ah je les ai oui, jamais vraiment. ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aux gens. L'Idocolès, c'était un peu la même chose. Hein. C'est les ça. émotions, puis à un moment donné, ça a débordé. Le corps, c'est comme un poulpe. Hein. C'est un japonais qui avait travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'avec l'émotion, le côté émotionnel, il va se rétracter beaucoup. Et finalement, c'est un muscle, hein, le cœur. Donc, voilà, il y a un moment donné, bah, tu as automatiquement des problèmes derrière. Eh bien, allez, avant de se quitter sur ces bonnes paroles déprimantes. Non, c'était bonne. Elles sont très bonnes. Il y a plusieurs femmes. Le mec, il est à La Réunion, c'est le soleil, et il finit par nous parler de problèmes cardiovasculaires et il plante tout. Non, justement, regarde, est-ce que j'ai l'air malheureux? Non. Je suis hyper heureux. Ma vie, elle est complètement transformée. Je suis vraiment heureux de faire ce que je fais. Ça m'a fait T'as l'air très heureux vraiment un mal pour moi. J'ai hâte de te retrouver aux commentaires du live UTMB encore l'an prochain. Avec grand plaisir. Un collègue coach que tu aimerais retrouver sur le podcast, alors soit parce que tu le connais bien et tu as envie d'avoir un peu son fond de pensée, soit parce que tu ne le connais pas du tout et tu veux voir un peu comment il fonctionne. Il y en a pas mal, je veux dire, dans le métier. Tu as effectivement parlé de Philippe Propage, on a Christophe Mallardet, on a Pascal Balducci. Voilà, c'est, on va dire, sur ce territoire de trail. Après, on est sur le triathlon, je connais un petit peu moins le milieu, mais j'ai découvert celui de Caroline Spie, c'est ça? Spie, ouais. Voilà. C'est ça. Spie, la prononciation. Ouais, j'ai découvert, j'avais regardé un petit peu sur ce qu'il faisait sur son site, je trouvais ça intéressant, il amène des choses un peu sur le versant scientifique. Moi, je trouve qu'on est tous complémentaires à un moment donné, et je parlais de rivalité mimétique, et en fait, il faut justement qu'on s'apporte des choses, des critiques, et qu'on soit dans la nuance, quoi. Tu vois, et c'est ça, et c'est le discernement, de dire on n'a pas la vérité, on a beaucoup de croyances, hein, et des fois des croyances limitantes, quoi. Et c'est ça qui est intéressant sur ce podcast, c'est que justement, tu vois, on passe d'un Carol Spie qui va t'entraîner vraiment de manière assez rigoureuse avec pas mal de chiffres. Il y a un côté quand même derrière. Ça marche. Et le coup d'après, on te propose Patrick Bringer, qui est quand même beaucoup plus sur l'empirisme, même si lui aussi, de temps en temps, va revenir à certains chiffres. Mais je te parlais de la confiance et de la confiance des athlètes. C'est fondamental. Ils construisent une sorte de méthodologie avec des principes derrière qui fonctionnent et les athlètes s'y retrouvent. C'est ça qui est important. C'est que les athlètes, voilà. J'aimerais avoir Philippe Lucas, lui poser des questions. Ah oui. Philippe, pourquoi tu insultes tes athlètes? Là, c'est le sergent entraîneur, quoi. Des fois, je me regarde ce sera le mot de la fin. Je regarde des vidéos de lui. Tu sais qu'il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas faire quoi au JO? Tu vas conduire le bus? Ça me tue de rire. Non, mais c'est vrai que de toute façon, on parlait tout à l'heure de père et d'enfant. Putain, t'es comme un gamin, toi. Tu te fais engueuler comme. C'est pas le père, là, c'est engueuler comme un. Ouais. Tu sais, c'est le grand-père qui a été dans les tranchées. Tu sais, il dit un mot, il y a c'est ça. Eric, je te remercie pour ton temps. Avec plaisir. On a empiété sur ton heure 30 de lecture journalière. Ah merde, ouais. Non, mais c'était intéressant. Ah ouais, 1h38 quand même, on est pas mal. Attends, là on avait un spécialiste de longue distance. J'espère que les gens ne vont pas trop se faire chier à écouter, mais faites une séance longue. Ils mettront pause. Faites une séance longue. Non, si vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis bravo en tout cas pour ce que vous faites avec Nolio. C'est bien d'interviewer des entraîneurs. Moi, je vais suivre avec grand intérêt quand je vais aller courir justement le matin. Je vais écouter les autres que tu vas faire. Et bravo, c'est bien. C'est une belle initiative. Super. Je te remercie, Eric. Et je vais couper cet enregistrement. Salut à toi. Salut, à bientôt.
Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.